Nous sommes au Breleux, dans le canton du Jura, chez Bruno Salis. Il s'est battu pendant des mois contre une facture d'hôpital totalement injustifiée. En 2019, il a subi une batterie d'examens à l'Inselspital à Berne. Toutes les factures avaient été réglées. Depuis, il a déménagé et n'a plus jamais remis les pieds dans cet hôpital. Et pourtant... En juin 2020, je reçois une facture de mon assurance qui me dit que le 24 juin, j'aurais subi un acte médical de la part de l'Inselspital. Je téléphone à mon assurance, j'ai pensé que c'était une erreur. Puis il me dit « Ah oui, en fait, nous avons la facture. Il s'agirait d'une consultation de votre dossier en l'absence du patient. » Donc, en gros, ils vous ont facturé un montant pour simplement consulter votre dossier? C'est ça, c'était un montant de 67 francs 20, juste pour consulter mon dossier, en fait. J'ai demandé à voir la facture, mais l'assurance m'a dit « Écoutez, nous, on ne peut pas vous la donner, c'est le prestataire de soins qui est seul habilité à vous la donner. » Très remonté, il s'adresse à l'hôpital qui, selon la LAMAL, doit lui fournir une facture. 4 fois, j'ai insisté, dire « Pouvez-vous m'envoyer la facture ? Pouvez-vous m'envoyer la facture ?» Et chaque fois, c'était des réponses un peu dilatoires, c'est-à-dire faire passer le temps en disant « Oui, on s'occupe de vous répondre », mais chaque semaine, il n'y avait rien qui venait. Et moi, j'estime que c'est une question qui n'est pas difficile à répondre, qui ne demande pas beaucoup de recherche. C'est savoir est-ce que vous avez le droit de consulter le dossier en absence, de facturer ça, point final. Une consultation qu'il n'avait pas le droit de faire sans son accord, qui n'était pas liée à un traitement et qui n'aurait jamais dû être facturée. Bruno Salis obtiendra finalement une copie de sa facture, une lettre d'excuse de l'hôpital et le remboursement de sa facture. Malheureusement, cette erreur n'est pas un cas isolé. D'après les assureurs, 5% de nos factures contiennent des irrégularités. Par exemple, des surfacturations, des doublons ou des erreurs d'interprétation du système tarifaire. Pour mieux comprendre comment c'est possible, nous avons suivi une facture depuis ses débuts. Nous commençons à Milleville, dans le canton de Neuchâtel, chez le docteur Vladimir Mayor. J'ai un rendez-vous avec le docteur Mayor. Avec le docteur Mayor ? D'accord, alors attendez, je vais le prévenir. Il est généraliste et a ouvert son cabinet il y a 6 ans. Il voit une vingtaine de patients chaque jour. Qu'est-ce qui vous amène ? Alors, depuis quelque temps, je sens mon cœur qui bat très fort. Très bien. Je vais vous examiner, puis après on discutera ce qu'on va faire. Je vais vous laisser bien respirer par la bouche grande ouverte. Allez-y, s'il vous plaît. À la fin de chaque consultation, c'est le même rituel. Il enregistre sur son logiciel les gestes médicaux qu'il a effectués. Alors, j'ouvre l'onglet saisie de prestations. J'ai passé 15 minutes à discuter et ensuite je l'ai examiné. Ensuite, j'ai fait un électrocardiogramme. Enfin, mon assistante a fait un électrocardiogramme que je facture ici. Et puis ici, vous avez la facture du jour qui est de 101 francs avec l'électrocardiogramme qui lui a coûté 30 francs. Le docteur Mayor utilise un logiciel destiné aux médecins qui calcule les points TARMED. En Suisse, le TARMED, abréviation de tarif médical, est la méthode utilisée pour la facturation des soins ambulatoires, que ce soit à l'hôpital ou dans un cabinet médical. Concrètement, à chaque acte médical est attribué un certain nombre de points. C'est l'addition de ces points qui détermine le montant de la facture. La valeur des points peut varier d'un canton à l'autre. Avec plus de 4500 positions répertoriées, le gigantesque catalogue du TARMED contient la quasi-totalité des prestations médicales. Je fais de la médecine interne générale. Ça veut dire que j'utilise les points de médecine interne générale. Je ne vais pas commencer à prendre les 4500 points du TARMED. Je laisse au neurochirurgien ce qui est au neurochirurgien. Et puis, j'en ai quelques dizaines que je connais, que j'utilise, et puis qui me suffisent en fait pour facturer ma consultation. Pour les généralistes, le TARMED est un peu rigide et leur accorde peu de temps pour des consultations parfois compliquées. Je peux vous promettre que quand vous regardez un dossier qui fait 2 kilos, ça vous prend plus que 15 ou 30 minutes auxquelles on est parfois limité. Là, il faut peut-être qu'on voit le dossier avec le patient. Et puis ça va nous prendre beaucoup de temps. Puis des fois, on devra peut-être facturer un tout petit peu différemment en l'expliquant au patient. Nos factures sont relativement simples. Il y a une consultation, il y a des petits examens médicaux, il y a quelques gestes qui sont encore relativement compréhensibles sur nos factures. Donc on a peu de réclamations. Et pour éviter ces réclamations, un premier contrôle se fait déjà dans le cabinet.
Alors, je reçois les factures sur mon ordinateur et tous les mois, je prends la liste de toutes les factures qui ont été émises par le médecin et je les envoie aux caisses. Et vous contrôlez pas, par contre, vous, les factures, là? Ah, bien sûr. Avant de les envoyer, elles sont toutes contrôlées. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on regarde si effectivement il n'y a pas eu d'oubli de consultation, s'il n'y a pas eu d'oubli de vaccins ou d'autres soins qu'on aurait oublié de facturer. Bien évidemment, si vous avez des douleurs... Chez notre médecin généraliste, la facture est donc relativement simple. On va comme ça. S'il y a quoi que ce soit, vous me rappelez. En revanche, dans les hôpitaux, la facturation est plus complexe. Ici, à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, on utilise également un logiciel pour enregistrer les prestations. Pour cette scintigraphie, un certain nombre de points TARMED sont déjà paramétrés, ce qui facilite la tâche de la technicienne en radiologie. Donc, comme j'ai injecté un produit, je vais valider un set d'injection court. J'ai injecté un petit peu de NaCl pour voir si la voie veineuse passait bien, donc je vais aussi facturer du NaCl. Et donc le premier examen, c'était une scintigraphie thyroïdienne. Donc j'appuie dessus et après je dois choisir, on a 2 sortes de scintigraphie thyroïdienne, soit au technétium, soit à l'iode. Donc pour cette dame, on a fait à l'iode. Donc là, je vais ajouter l'activité qu'on a injectée pour cette dame, donc 8 mégabecquerels. Tout est bien déjà paramétré. Donc pour vous, il y a peu d'erreurs. Normalement, on en fait quand même des fois. Il y a quelqu'un qui vérifie, on vérifie toujours toutes les facturations parce que s'il y a quand même toujours des petites erreurs. Et pour les éviter, cette facture est ensuite minutieusement contrôlée par une équipe d'une vingtaine de personnes. Petit dossier, si tu peux regarder sur Opal. D'accord. Parmi elles, des infirmières spécialistes qui connaissent le TARMED sur le bout des doigts. Il en passe pas mal. Il y a vraiment de tout dans les erreurs. Donc, il y a aussi des erreurs de cumulabilité par rapport au catalogue. Et ça, le terrain ne peut pas forcément connaître tout le catalogue. C'est notre travail aussi de le contrôler. Pour aider les médecins et autres soignants, l'hôpital a créé ce qu'ils appellent des paquets de points TARMED pour les différentes prestations. Mais lorsqu'on travaille en flux tendu, c'est parfois difficile d'éviter les erreurs. On a vu, il y a un nombre d'intervenants sur une facture qui est relativement conséquent. On n'est pas dans un cabinet où il n'y a qu'une seule personne qui fait l'acte et après le documente. On est vraiment une prise en charge, c'est les médecins, c'est les thérapeutes, c'est les soignants. Et donc, tout ce monde va saisir des prestations manuellement qui peuvent forcément, après, à un moment, il peut y avoir une erreur de saisie, on clique à côté, on coche la mauvaise prestation. Donc voilà, l'erreur est humaine et quand on a un processus qui implique l'humain, forcément, à un moment, on peut avoir des erreurs. Des erreurs qui coûtent cher à notre système de santé. Bruno Salis n'est pas une exception. De nombreux patients ne reçoivent jamais de facture détaillée. Ça devrait changer. La semaine dernière, le Conseil national a voté la sanction de cette pratique. Pour comprendre un peu mieux ce qui se passe avec cette facturation, nous allons à Brigue, dans le cabinet de Monique Lecky-Hagen, présidente de la Société médicale du Valais. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Au niveau du TARMED, au niveau de la tarification, chez le médecin, tout est vraiment mesuré de manière millimétrée. Malgré ça, les erreurs de facturation sont estimées à 3 milliards de francs par les assureurs. Est-ce que c'est acceptable ? Écoutez, comme vous le savez, des chiffres dits comme ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je ne peux pas parler pour les hôpitaux. Après, il faut différencier que des erreurs de facturation. Souvent, c'est des simples erreurs de libellé. Donc, ça ne veut pas dire que le travail n'a pas été fait, mais que peut-être une fausse position, un numéro faux a été mis sur la facture, alors que le montant qui va avec va être exactement le même. Donc, je pense qu'il faut bien clarifier de quoi on parle et sur quoi on veut en venir. Alors, la Fédération suisse des patients, elle aussi, déplore une augmentation des cas d'erreurs de facturation. Le message ne vient pas que des assureurs, mais sur le fond, vraiment, n'est-ce pas la responsabilité du médecin, tout simplement, de facturer correctement ? A priori, le médecin devient médecin pas pour facturer, mais pour soigner des patients. Et la facturation pour les médecins est quelque chose de plutôt secondaire, qu'on fait parce qu'on doit le faire, parce qu'on doit aussi vivre, puis qu'on doit payer les charges qu'on a.
Et pour nous médecins, c'est un petit peu frustrant avec tout l'engagement qu'on a et notre mandat et notre mission d'être là en premier lieu pour les patients, à chaque fois quand il y a la période des primes, de nous faire reprendre sur des erreurs de facturation qui sont vraiment un petit pourcentage et dont on ne sait même pas si ça correspond à une réalité. Donc l'escroquerie, ça fait seulement un tout petit pourcentage de ces 10%. Et là, c'est clair que nous, on est absolument contre et que ces gens-là, il faut les choper. Mais la grande partie de ces erreurs, ce sont somme toute des petites erreurs qu'il faut corriger, mais qui souvent n'ont même pas un impact sur la facture globale finale du patient. Vous avez évoqué TARMED, le système de tarification actuel qui est dépassé. Pour vous, comment est-ce que cette tarification, maintenant, qui va être revue au niveau de la Confédération, doit évoluer de manière prioritaire ? Donc, ce qui serait vraiment éminemment important, c'est que cette tarification, elle doit correspondre à la réalité économique du XXIe siècle et pas de 1990. Je pense que ça, c'est vraiment une nécessité. Il y a beaucoup de travail que nous fournissons pour lequel il n'y a pas de position correcte. Par exemple, pour tout le travail échange par email, des SMS, ça n'existait pas à l'époque. Et beaucoup de travail qui est fourni par nos assistantes médicales, il n'est juste pas facturé. Elles sont juste là, c'est un peu vraiment une structure désuète avec beaucoup de manquements. Oui, adapter la tarification à l'évolution de la médecine. Merci beaucoup, Dr Lekki Hagen, pour vos réponses ce soir et très belle soirée à vous du côté de Brigue. Merci beaucoup. Dans la traque des erreurs de facturation, les meilleurs alliés des patients, ce sont parfois les caisses maladies. Au groupe Mutuel, plus gros assureur de Suisse romande, 10% des montants facturés sont jugés injustifiés. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Ici, au groupe Mutuel à Martigny, une des principales compagnies d'assurance maladie, on traite plus de 17 millions de factures par an. La majorité est envoyée électroniquement, mais chaque jour, près de 20 000 arrivent encore sous forme papier et sont scannés. 65% de la totalité de ces factures sont traitées automatiquement par des algorithmes. Elles sont payées d'office. Les autres sont rejetées par le système pour diverses raisons. Le montant de la facture n'entre pas véritablement en ligne de compte. Les erreurs que l'on trouve le plus fréquemment, c'est un irrespect, par exemple, de la structure tarifaire. On a des cumuls de positions qui ne pourraient pas exister selon la structure tarifaire. C'est également une demande de prise en charge qui outrepasse certaines dispositions légales. C'est ce qu'on trouve le plus souvent. Alors, Santé Suisse parle de 5% de factures qui seraient erronées pour un montant de 3 milliards. Est-ce que c'est vraiment des chiffres qui vous semblent crédibles ? En tous les cas, c'est des chiffres qui correspondent pleinement à ceux du groupe Mutuel, puisque sur ces 17 millions de factures, dont on en a environ 800 000 qui font l'objet de refus soit partiels, soit totaux, ça représente à peu près 570 millions sur les 5,7 milliards qui sont payés chaque année. D'importantes économies, certes, mais les algorithmes ont leurs limites et certaines erreurs, comme les surfacturations ou les doublons, passent facilement entre les mailles du filet. Nous sommes à Fribourg, chez Pius Odermatt. Pendant ses vacances en France, il a eu un problème à un œil et a dû consulter un centre ophtalmologique où on lui a prescrit un traitement médicamenteux. De retour en Suisse, il va chez un ophtalmologue pour faire le suivi de ce traitement. Il s'y rend 4 fois et reçoit 4 factures différentes pour un examen qui n'a pas eu lieu. Ce qui ne joue pas, c'est le montant, la position avec le montant le plus important de 48 francs, qui est la réfraction subjective bilatérale par le spécialiste. Et j'étais sûr que je ne l'avais jamais fait, parce que j'ai fait des recherches dans l'Internet, et je trouvais que j'avais fait cet examen en France, mais pas en Suisse, parce qu'il utilise des verres optiques pour tester la vue. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait lors de ces 4 consultations. Après plusieurs courriels et téléphones, Pius Odermatt obtient enfin un rendez-vous avec le chef du service d'ophtalmologie. La première chose, à l'entrée, il me dit « Monsieur Odermatt, c'est une position qui, effectivement, c'est des examens qu'on n'a pas fait, mais il a fait entendre que ça se facture d'office. » C'est comme ça, qu'en tout cas, que je l'ai compris. Et c'est une position qui
qui vaut 48 francs, fois 4 fois, ça correspond à 192 francs, alors que qui était facturé sans qu'ils avaient fait. Alors il a tout de suite admis que c'était pas justifié de facturer cette position. Donc il a admis qu'il y avait une erreur. Il a admis qu'il y avait une erreur, oui. Du côté des assurances, on admet que la surfacturation est difficile à détecter. Il y a différentes natures de surfacturation et puis vous ne pouvez pas d'emblée simplement dire « Ah, il y a une véritable surfacturation ». Il faut comprendre ce qui se passe, avoir un dialogue avec le prestataire de soins. C'est ça d'abord l'objectif. Et lorsque vous voyez qu'il y a une continuité, eh bien c'est à ce moment-là que vous intervenez. Simon Zurich, vice-président de la FSP, la plus ancienne organisation d'aide aux patients, connaît bien le problème. Il a vu le nombre de réclamations liées aux factures doubler ces dernières années. Nous, on constate dans notre pratique qu'il y a un nombre croissant de personnes qui se voient facturer des frais pour des prestations qu'ils n'ont pas reçues. Donc c'est une situation complètement injustifiée. Et pour les patients, c'est des factures importantes parce qu'on sait que les patients suisses payent énormément de leur poche. Ils payent jusqu'à 65% des frais de santé directement de leur poche. Michel Mater, vice-président de la FMH, l'association qui représente les médecins en Suisse, minimise le nombre de ces erreurs. Il estime que la facture fait partie du rapport de confiance avec le médecin. Il y a deux types de réactions par rapport aux factures. Il y a soit effectivement possiblement une surfacturation, et ça c'est non admissible, clairement non admissible, ou alors il y a des interrogations. Certaines fois, les gens appellent parce qu'ils n'ont pas compris une certaine chose ou l'autre sur leur facture, et puis il y a des explications qui sont fournies, et à ce moment-là, normalement, ça rentre dans l'ordre. Il ne doit jamais y avoir de rupture de discussion entre le médecin et la personne qui a fait la consultation. Je veux dire, ça me paraît une évidence. Pour Santé Suisse, la fêtière des assurances maladie, la solution viendrait de ce qu'ils appellent l'économicité des prestataires, une sorte de contrôle des médecins. Pour éviter des erreurs de facturation ou des éventuelles fraudes, Santé Suisse effectue des contrôle d'économicité, c'est-à-dire qu'on va regarder quels sont les coûts par patient dans une spécialité donnée, dans une région donnée, et si un médecin dépasse de 30% la moyenne des coûts par patient de ses collègues, on va lui demander des explications. L'assureur, donc Santé Suisse, vous pose des questions et puis vous dit pourquoi est-ce que votre indice est trop haut. Vous devez justifier. Alors, soit vous avez des patients trop âgés, ou bien vous avez des patients où vous faites certains traitements ou certains examens spécifiques. Donc, si l'âge du patient est différent, si le type d'examen que vous faites est différent, ou bien les traitements que vous fournissez sont différents, eh bien, possiblement, votre indice est plus haut. Et là, vous l'expliquez, tout le monde, l'assureur vous dit « OK, on a compris ». Mais si vous ne pouvez pas justifier cela, ça peut aller jusqu'au tribunal où un juge va peut-être vous condamner. Et je pense que cela est normal. On est dans un système où les gens payent des primes. Eh bien, le système aussi, on doit rendre des comptes. Ça me paraît tout à fait normal. Et les factures, sont-elles assez contrôlées? La FSP estime que non. Les assureurs ont un bon système de contrôle qui fonctionne dans la plupart des cas. Par contre, pour eux, ce qui est intéressant, c'est le ratio entre les coûts que le contrôle génère et puis l'efficacité du contrôle. Et pour un nombre important de factures, ce ratio-là, il n'est pas intéressant pour eux. Ça veut dire qu'ils font du travail qui pourrait leur coûter plus cher que l'argent qui se ferait rembourser ensuite. Aujourd'hui, il existe déjà, comme on l'a expliqué, un certain nombre de contrôles qui sont en place. Et s'il y a une question sur la facture, le premier acteur qui doit fournir des explications, c'est le médecin ou l'hôpital dans lequel le patient a été traité. Finalement, le contrôle le plus important est celui du patient. Donc vous regardez attentivement vos factures? Normalement, oui, et j'essaye de les comprendre. Il y a des erreurs qui peuvent arriver. Ça vaut la peine de bien vérifier les factures. Là, je suis vraiment convaincu. Et pour moi, la motivation était tout d'abord parce que ça tombait encore dans la franchise. J'aurais dû payer ce montant moi-même. L'histoire se termine bien pour Pius Odermatt. L'ophtalmologue lui a remboursé les 192 francs qui lui avaient été surfacturés. La facture dont on connaît tous le montant, c'est notre prime maladie. Cet après-midi, surprise, la Confédération annonce que les primes ne bougeront presque pas en 2021. Pour en parler, nous sommes allés voir le patron des médecins romans.
Philippe Guimane, l'année prochaine, les primes vont augmenter de 0,5%. Quelle est votre réaction? C'est presque une bonne nouvelle, madame. Presque, alors que vous aviez réclamé une baisse de 4%, on en est très loin. Oui, puisque les calculs des primes est basé sur des estimations qui se révèlent fausses d'année en année. Et si les primes étaient basées sur des coûts, eh bien nous verrions en 2020 qu'avec le semi-confinement, énormément de nos concitoyens n'ont pas consulté ni leur médecin, ne sont pas allés dans les hôpitaux. Et ce manque important de chiffre d'affaires va se traduire par une baisse des coûts en 2020 de l'ordre de 1 à 3 milliards de francs. Ce qui augmente en revanche de manière continue, ce sont les réserves des caisses maladies. On a des réserves de l'ordre de 11 milliards de francs aujourd'hui, plus de 1000 francs par assuré. Pour vous, c'est un problème. C'est un grand problème. Ces réserves ont pratiquement doublé en 10 ans. Et ça tient à ce mécanisme de fixation des primes basé sur des estimations extrêmement conservatrices pour lesquelles le conseiller fédéral Berset lui-même avait reconnu l'année dernière que l'Office fédéral de la santé publique n'a pas la transparence de la part des assureurs pour les valider en toute connaissance de cause. Donc, depuis plusieurs années maintenant, les primes augmentent 2 fois plus vite que les coûts. Et c'est ce que nous payons chaque mois. Alors, que faire? Que faire pour que ces primes maladie arrêtent d'augmenter de manière infinie, de manière continue? La transparence. Et je crois que c'est très important. Le Conseil national a voté il y a un peu plus d'une année une motion enjoignant le Conseil fédéral à prendre des mesures pour faire la transparence sur les coûts de la santé. C'est fondamental. Comment voulez-vous estimer l'impact des mesures qui sont actuellement discutées, de celles qui vous sont mises en consultation, si vous n'avez pas le moyen de calculer quelle va être l'économie qu'on attend? D'ailleurs, l'économie du deuxième paquet mis en consultation par le Conseil fédéral il y a quelques semaines parle d'économiser 1 milliard, quand en 2020, les réserves vont augmenter de 1 à 3 milliards en raison de la baisse d'activité liée à la crise Covid. Beaucoup de chiffres, on retiendra celui du jour évidemment, augmentation de 0,5% des primes l'année prochaine et nous aurons l'occasion de reparler des coûts de la santé. Merci Philippe Guimane. Merci, à votre disposition. Retour à nos factures médicales. Repérer les erreurs, c'est bien, les faire corriger, c'est mieux. Problème, cela relève parfois du parcours du combattant. Marina Bonnet est aujourd'hui en bonne santé, mais en mars dernier, elle attrape le Covid-19. À la fin du confinement, donc cette année, j'ai été prise de tachycardie et d'arythmie. Alors, pour ne pas gêner le CHUV, je suis tout de suite allée aux urgences d'une clinique où on m'a gardée toute l'après-midi. Ils sont arrivés à calmer mes tachycardies. Mais comme j'avais des arythmies, c'est-à-dire des troubles du rythme, ils m'ont dit quand même allez voir votre cardiologue. Ce que j'ai fait 15 jours après, j'avais mon rendez-vous chez mon cardiologue à Lausanne. Et il m'a fait une échographie cardiaque et un électrocardiogramme. Et puis la consultation a duré environ 30-35 minutes. Quelques semaines plus tard, très mauvaise surprise. Marina Bonnet reçoit une facture de 886 francs 65. Je lui ai envoyé un mail, ensuite je l'ai appelé, je lui ai dit « vous avez dû vous tromper ». Puis sa secrétaire m'a dit « non mais madame, c'est les prix ». Je lui ai dit « bon, ils ont l'habitude de facturer comme ça, mais je trouve quand même étonnant, je veux absolument savoir le prix d'une échographie ». Moi j'ai eu une tarification d'échographie 3D et 4D. Je me suis dit est-ce qu'il m'a fait 3D et 4D? Déjà je ne sais pas ce que c'est. Et puis est-ce qu'il l'a réellement fait? J'en sais rien. Aucune idée. Elle contacte différentes associations d'aide aux patients, son assurance qui lui explique que ce tarif est tout à fait normal et finalement, elle écrit à la Société vaudoise des médecins. Un peu innocemment, je leur envoie un mail en leur disant « j'ai eu cette facturation, est-ce que ce tarif est normal? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Un mail très très simple. Et donc j'ai écrit un vendredi et le lundi ou le mardi, j'avais une copie du courrier qu'ils ont fait à mon cardiologue. Dans sa lettre, la Société vaudoise de médecine remet en question la durée de la consultation et écrit « Ce temps varie du simple au sextuple, phénomène auquel la Commission a été rarement confrontée depuis l'introduction du TARMED. » Donc eux, quelque part, ils ont pris votre parti. Ils ont pris mon parti, oui, clairement. Pour détecter une erreur, même grossière comme celle-ci, encore faut-il pouvoir comprendre ces factures. En décortiquant celle de Marina Bonnet, on voit que son cardiologue lui a facturé 5 fois 5 minutes pour un entretien d'information du spécialiste avec le patient,
3 fois 5 minutes pour un petit examen ou encore 5 fois 5 minutes pour une consultation spécifique. Selon le TARMED, son échocardiographie, facturée 520 francs 51, est un examen qui devrait durer 90 minutes. Ce qui veut dire que Marina Bonnet aurait passé 3 heures chez son cardiologue alors qu'elle affirme qu'elle n'y était qu'une trentaine de minutes. On le voit bien, pour un néophyte, c'est compliqué de comprendre ce langage codifié. Elles sont totalement illisibles parce qu'elles sont techniques. Le TARMED est un tarif technique parce qu'il a été voulu ainsi. Et puis, il a été en fait jamais réellement révisé. Il y a bien des années, sur Genève, par exemple, on avait pour le médecin de famille petit status, grand status. Mais les gens, ils savaient que s'ils étaient restés peu de temps et qu'ils avaient eu un petit examen, c'était le petit status. Puis s'ils restaient un peu plus longtemps, c'était le grand status. Mais aujourd'hui, tout ça, il n'y a plus. On pourrait imaginer avoir une facturation simplifiée pour les patients et une facturation compliquée pour les fournisseurs de prestations et les assurances. Par contre, ça voudrait dire un travail à double à faire pour les hôpitaux, pour les médecins, et c'est une surcharge administrative qui ne se justifierait pas parce qu'elle serait très importante pour eux et je ne pense pas qu'ils en voudraient. Il y a des tentatives maintenant de simplification, notamment du tarif TARMED, tant sur le nombre de positions et sur, je dirais, aussi le vocabulaire utilisé. Un des axes qui pourrait, en tous les cas selon le groupe mutuel, être utilisé, c'est que plutôt que de découper en actes très techniques, eh bien, l'idée d'un forfait par rapport à une pathologie ou à une maladie serait préférable puisque l'assuré comprendrait probablement mieux de quoi il s'agit. Cette solution ne fait pas l'unanimité. Certains préfèrent garder un système à points. Cet été, un projet de tarif simplifié, le TARDOC, a été soumis au Conseil fédéral qui doit encore se prononcer. Marina Bonnet n'en a pas fini avec ses factures. Elle a reçu une nouvelle note de son cardiologue. Il a éliminé plusieurs points litigieux et en a réduit d'autres. Le total est maintenant de 465 francs. Elle a diminué de moitié. Mais la durée de la consultation facturée ne correspond toujours pas à la réalité. Marina Bonnet ne l'a pas payé et continue à se battre. Elle a contacté le médecin cantonal vaudois et attend une réponse. J'ai décidé de me battre parce que les soins, on doit les payer à prix juste et puis on ne peut pas avoir une médecine à deux vitesses. Les soins, ça doit être accessible à tous et on ne peut pas laisser des médecins en profiter. C'est pas possible. Que faire pour éviter de payer trop cher? À qui s'adresser en cas de doute? On en parle avec vous, Muriel Siki. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez réalisé ce reportage. Alors, quand on reçoit sa facture médicale, quel est le bon réflexe à avoir? Alors, c'est très important de vérifier ces factures. J'ai envie de dire que c'est une responsabilité sociale même. On est très, très peu, malheureusement, à les contrôler, surtout quand on est hors franchise. Alors, première chose, si vous ne recevez pas la facture, il faut la demander à votre médecin et à l'hôpital. Et une fois que vous avez la facture sous les yeux, il y a plusieurs choses que vous pouvez contrôler très facilement. D'abord, la date. Est-ce que vous êtes bien allé chez le médecin ou à l'hôpital ce jour-là? Le nombre de consultations, le temps passé chez le médecin. Seul vous savez si vous y avez passé 20 minutes ou 2 heures. Est-ce qu'il s'agissait d'une urgence? Parce que le forfait urgence peut être facturé que si le spécialiste s'est immédiatement occupé de vous, pas si vous avez passé des heures dans la salle d'attente. Le type de prestation, est-ce qu'elle est correcte? Et si vous allez souvent chez le médecin, est-ce que les factures se ressemblent toutes et si vous suivez le même traitement? Ouais, pardon, mais souvent, on n'y comprend pas grand-chose à ces factures. On n'y comprend rien du tout. Je crois que là, tout le monde est d'accord, que ce soit les assurances, les médecins ou les patients. C'est un langage que seuls les ordinateurs comprennent parce que c'est un langage codé pour émettre les factures et surtout pour mieux les contrôler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a justement un site Internet qui est très pratique, qui va nous aider à traduire ce langage codifié. C'est le TARMED Browser. C'est un site qui a été créé en 2015 par Misha Shindovsky, un informaticien et programmateur absolument passionné. C'est gratuit, mais on peut faire une contribution si on veut, parce qu'il a créé ce site sur son temps libre. C'est très facile à utiliser, vous entrez le code ou le nom de la prestation et il vous traduit tout ça en langage qu'on va comprendre.
Alors, une fois qu'on a compris, si on constate qu'il y a un problème, à qui est-ce qu'on peut s'adresser? Alors, il y a pas mal de choix. Dans un premier temps, je dirais adressez-vous directement à votre assurance ou à votre médecin pour obtenir des explications. Il faut essayer de discuter avec lui ou avec elle, parce que si vous aimez bien votre médecin et que vous avez envie de le garder, c'est mieux de pouvoir justement discuter calmement avec. La facture, c'est un rapport de confiance. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous pouvez contacter les sociétés cantonales de médecins qui proposent des médiations. Ces procédures sont en principe gratuites. Vous pouvez aussi contacter le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal. Et ensuite, il y a les associations de défense de patients. Il en existe plusieurs en Suisse. Par contre, elles ne sont pas gratuites. Elles demandent des contributions, des cotisations et même des fois une participation aux frais. Et nous allons mettre toutes ces informations sur notre site Internet. Merci beaucoup Muriel pour toutes ces explications, tous ces conseils. À très bientôt. L'actualité conso ne s'arrête jamais. Pour vous en parler, nous inaugurons ce soir une nouvelle chronique avec vous, Viviane Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. Alors régulièrement, vous allez venir décortiquer des informations qui touchent les consommateurs. Et ce soir, on commence par parler vélo, c'est ça? Exactement, les vélos qui ont la cote, plus 22% de déplacements à vélo à Genève cet été. C'est une vraie alternative au transport public, une alternative que choisissent aussi les familles. Depuis quelques années, elles ont beaucoup plus de choix pour s'équiper. Nous l'avons constaté dans cette boutique spécialisée ici à Genève. La demande a explosé avec le Covid. Le carnet de commandes est plein. Les délais de livraison de quelques mois pour ces vélos qu'on appelle cargo. Alors, de quoi on parle exactement? Maïté Sommer nous explique. Alors, dans la famille des vélos cargo, il existe 3 types de vélos. Il existe donc les biporteurs où on a 2 roues avec la charge à l'avant. Les triporteurs comme celui-ci où on a 3 roues avec une caisse à l'avant. Et ce qu'on appelle les long tails, c'est un vélo avec l'arrière rallongé où on peut mettre plusieurs enfants sur l'arrière ou une plus grosse charge sur l'arrière. Le choix du vélo est souvent en fonction de l'âge des enfants. Par exemple, sur un biporteur ou un triporteur, on peut mettre des enfants à partir de 0. Sur un long tail, on va l'adapter avec des sièges vélo classiques et on ne peut pas mettre un enfant de moins d'1 an sur un vélo de ce type. Alors, selon le modèle, on peut même embarquer ses courses. Le prix, lui, varie entre 3 et 6 000 francs. Ça dépend s'il y a une assistance électrique ou pas. Ouais, donc à ce prix-là, on peut transporter ses courses, ses enfants, par devant, par derrière. Mais est-ce que c'est conforme et puis surtout, est-ce que c'est sûr? Alors, je me suis plongée dans les textes de loi et voilà ce qu'ils disent. C'est 2 enfants maximum par vélo. C'est important de le souligner parce que certains vélos peuvent transporter jusqu'à 4 passagers. Il faut un siège adapté au poids et à la taille de l'enfant et un siège qui, je cite, doit aussi offrir toute sécurité, c'est-à-dire qu'il doit protéger les jambes de l'enfant et ne pas gêner le cycliste, mais ça reste quand même un petit peu vague. Ouais, alors exemple très concret, par contre, cette photo envoyée par un téléspectateur, avec ce système, on voit une barre qui entoure l'enfant comme ça. Est-ce que ça, c'est conforme? Alors, j'ai soumis cette photo à l'Office fédéral des routes, au TCS et au Bureau de prévention des accidents et reçu 3 fois la même réponse, non conforme. Alors, pourquoi? Ce qui pose problème, c'est l'absence d'un dossier d'au moins 40 cm, pas de ceinture et pas de protection suffisante au niveau des jambes pour éviter qu'elles pendouillent comme ça un peu dangereusement. Alors, si on n'est pas dans les règles, il y a le danger. Et puis, est-ce qu'on risque aussi une amende? Alors, potentiellement, oui, une amende de 40 francs. Et puis, le doute au niveau de la prise en charge par l'assureur en cas d'accident. Dans ce contexte, le conseil du Bureau de prévention des accidents, c'est de choisir plutôt une remorque qu'on accroche au vélo. C'est, selon le BPA, la solution la plus sûre. Et puis, évidemment, adapter sa conduite quand on transporte des enfants, redoubler de prudence. Et on se rend sur TikTok maintenant, le réseau social chouchou des adolescents, mais qui peut coûter très cher aux parents. Oui, TikTok ne fait pas seulement la une de l'actualité internationale, il remplit aussi les pages des magazines de conso. 60 millions de consommateurs mettent en garde les parents. Certains TikTokers célèbres, qu'on appelle des influenceurs. Ouais, on en voit un derrière vous. Exactement. Avec sa mèche un peu folle, il a disparu, il va peut-être revenir. Enfin, voilà. Et ben voilà, des TikTokers comme lui profitent de leur réputation pour demander de l'argent à des mineurs. Ça se passe via des petites icônes très ludiques qu'on peut acheter avec des pièces d'or. Mais pour acheter ces pièces d'or, par contre, c'est des vraies sommes d'argent qui sont en jeu. Et puis finalement, cet argent, il
peut être dépensé sans que les parents le sachent si leurs coordonnées bancaires sont enregistrées dans le téléphone. Donc attention à la facture. Des factures qui, là, n'ont rien de virtuel du tout. Autre information qui a fait beaucoup de bruit, celle-là, Ikea est dans le collimateur des autorités suisses en raison de lacunes supposées dans les déclarations d'origine de son bois. Alors ce bois Ikea, Viviane, d'où est-ce qu'il vient? Alors c'est exactement le mystère que nos collègues alémaniques de Kassensturz ont essayé de percer juste avant l'été. Vous le voyez là à l'image, le journaliste, dans un magasin Ikea. Il a pris un exemple concret, une petite armoire de la série Brimnes, achetée 80 francs. Et puis il a cherché à remonter sa piste. L'exercice l'a mené jusqu'en Roumanie, pays de provenance du bois. Il a retrouvé l'usine qui fabrique les pièces avec du hêtre et rencontré ce militant écologiste qui l'a guidé à travers les forêts roumaines. Là-bas, un arbre sur 2 est abattu illégalement. Et on regarde un extrait du reportage de SRF. C'est une vieille forêt qui est sur le point d'être complètement décimée. C'est scandaleux. Autre zone, même constat. Ici aussi, les arbres ont été abattus. C'était il y a quelques mois, selon Gabi Pound. C'est tellement triste, tellement déprimant. Ils ont simplement tout coupé. À part quelques buissons, il n'y aura plus jamais de forêt ici. 110, 120. Cet arbre avait à peu près 120 ans. Dans cette forêt ancienne, il y avait tout un écosystème qui fonctionnait, avec des ours bruns, des lynx, des loups et des milliers d'autres espèces. Ils ont tout détruit. C'est perdu pour toujours. Alors certes, l'abattage d'arbres était autorisé dans cette zone, mais pas dans ces proportions. Un périmètre, ici en rouge, avait été délimité. Il n'a pas été respecté, sans qu'il y ait de conséquences pour les bûcherons. Que répond Ikea, Viviane? Alors que le bois illégal n'a rien à voir avec ses fournisseurs et qu'ils font tout pour empêcher ces machinations, notamment par le biais de contrôles tout au long de l'année. Chaque fournisseur serait contrôlé au moins une fois par an. Et pour terminer, ABE va dans les magasins régulièrement. On y trouve parfois des choses amusantes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre petit panier, Viviane? Je vous laisse découvrir ces 2 produits que je vous ramène cette semaine. Il y a d'abord cette lessive, vous le voyez écrit, une lessive qui tue 99,999 pour être précis. % des bactéries et des virus, y compris le coronavirus. Ah ouais, c'est du lourd. C'est un produit qui a aussi tapé dans l'œil de nos collègues alémaniques qui l'ont montré à un virologue pour savoir si c'était vraiment utile. Réponse non. Dans la lessive, c'est le savon qui compte, donc on peut continuer d'utiliser notre vieille lessive traditionnelle. Voilà, et ça, c'est que du marketing. Et puis, une plaque de beurre. Une plaque de beurre bien connue des consommateurs suisses, mais qui a un petit peu changé. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence. Alors derrière, c'est écrit Herkunft EU, donc provenance Union européenne. Exactement, donc c'est du beurre importé, puisqu'actuellement la production suisse ne couvre pas les besoins du marché. Mais du coup, ils ont dû modifier un petit peu l'emballage. Il y avait auparavant un drapeau suisse de l'autre côté de l'emballage, et il a disparu. Mais le truc, c'est que donc, de l'autre côté, en dessous de cette indication en allemand, il y a une petite indication en français. Ah oui, produit en Suisse. Produit en Suisse, donc c'est peut dire que le message n'est pas limpide. D'ailleurs, toute cette histoire a beaucoup énervé les paysans suisses. Alors, en tant que consommateur, la morale de tout ça, c'est qu'il faut ouvrir l'œil pour ne pas se faire berner. Il peut y avoir des pièges. Vous prenez ce yogourt, framboise, pêche-melba, framboise. Je vous laisse deviner. Voilà, sacré piège pour terminer. Merci beaucoup Viviane et à tout bientôt pour un nouveau point de l'actualité de la consommation. Bonne soirée. Bonne soirée. En 2020, dans les sous-bois, le must, c'est de cueillir ses champignons à l'aide d'un téléphone portable. Une kyrielle d'applications propose de vous aider à identifier les spécimens que vous trouvez. Le principe est simple, on prend le champignon en photo et l'application détermine de quelle espèce il s'agit. Nos collègues de Kassensturz ont testé ces apps
Et ça fait peur. Bonsoir Stéphane. Ça fait peur, bonsoir. Alors, question cruciale, est-ce que ces applications permettent d'identifier les champignons toxiques? Plutôt pas. Hein. 4 sur 5 dans le test n'arrivent pas, ont beaucoup de problèmes avec les champignons toxiques. Oui. Ah oui, quand même. Donc je pense que les notes sont très mauvaises. Les résultats sont plutôt mauvais, oui, tout à fait. Alors la première application s'appelle reconnaissance de champignons à partir de photos. Elle obtient un 2,8 sur 6. Elle est gratuite. Par contre, au fond des bois, si vous n'avez pas de réseau, elle a beaucoup de peine à identifier les variétés toxiques. La seconde s'appelle Champignouf. Un drôle de nom. Cette application n'identifie pas non plus les champignons toxiques. Elle a un 3 sur 6, c'est pas brillant non plus, c'est pas bon. On a 2 prix parce que selon sur quelle plateforme vous l'achetez, les prix peuvent varier. La troisième se nomme Fungus, mot latin. Elle se trompe pour les champignons toxiques aussi et elle a de la peine à déterminer les champignons de nouveau au fond des bois sans réseau. 3,1, elle est gratuite. La quatrième s'appelle simplement Aux champignons et Aux champignons est aussi insuffisante avec les mauvais champignons. Bon, dites-moi au moins qu'avec la meilleure, on est sûr d'identifier le champignon qu'on a pris en photo. Avec la moins mauvaise, on ne fait pas de faute sur les vilains champignons. Par contre, elle est insuffisante dans la reconnaissance des espèces en général. Comme les autres, elle est insuffisante. Et que disent les développeurs de ces applications de tout ça? Ils en disent que la reconnaissance des photos n'est pas encore pleinement développée et qu'on ne doit pas se contenter de ces simples applications pour déterminer les espèces. Donc, en clair, on vous donne ou on vous vend des applications qui ne sont pas encore au point, alors même que vous risquez de mourir. C'est fantastique. Oui. Merci beaucoup, Stéphane. Très bonne soirée. Soirée. Et avec nous depuis la forêt de Marly, dans le canton de Fribourg, Jean-Joseph Gilgen. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes contrôleur de champignons. Ces applications, vous, est-ce que vous les recommandez? Pour s'amuser, mais pas pour consommer. Parce que le risque de confusion de certaines espèces est vraiment important. Vous pouvez nous donner un exemple? Par exemple, l'amanite phalloïde, la forme blanche, que beaucoup de monde imagine même pas que ça existe. Il y a beaucoup d'espèces qui ressemblent à ça, aussi bien des comestibles que des non comestibles, et voire mortels. Ouais, donc le risque de confusion Ou celle que j'ai dans la main, par exemple. est grand avec ces applications. Vous, est-ce que vous avez déjà constaté des problèmes de personnes qui ont été malades parce qu'elles ont utilisé ces applications? Alors, il semblerait que tout récemment, sur 10 personnes qui ont mangé Leucoagaricus locotites, d'après l'application, il y en aurait 8 qui sont venus malades sur 10. Et ça, c'était dans le canton de Fribourg, justement, il y a quelques jours à peine. Vous, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui utilisent une dizaine de jours? Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui utilisent ces applications? Vous pouvez toujours, pour s'amuser, mais en aucun cas consommer des champignons sans aller voir un expert en champignons. Et tout est bien organisé dans le canton, et en Suisse romande même, et en toute la Suisse, pour passer à côté des choses, des intoxications. Toujours contrôler vos champignons. Vous, ça fait 35 ans Par des experts, vous faites. Vous, ça fait 35 ans que vous expertisez justement les paniers des champignonneurs. Combien d'intoxications est-ce que vous avez évité avec ça? J'ai eu 231 paniers de champignons qui contenaient des espèces mortelles. Alors, vous pouvez vous rendre compte combien de vies j'ai peut-être sauvées. Oui, ça vaut bien. C'est beaucoup plus que ça. Ça vaut bien quelques applications. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Joseph Gilgen, et très belle soirée à vous du côté de Marly. Bonne soirée, merci bien.